Le lycée Honoré de Balzac, qui organise cet événement, a choisi de partager cet apprentissage de la citoyenneté à travers une expérience à son image, c'est-à-dire multilingue et multiculturelle. Ce sont donc 5 langues qui seront représentées dans les comités, à savoir l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le français, ainsi que 13 établissements réunis au sein du Conseil de Paris. Et nous remercions donc la mairie de Paris pour son accueil. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Hermano Sanchez-Huivo, adjoint à l'Europe, membre de l'équipe exécutive de Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, et parrain de la conférence multilingue du Parlement des futurs citoyens 2016. Monsieur Sanchez-Huivo, je vous cède la parole. Et je vous en remercie, et pour la présentation, et pour la possibilité qui m'est donnée de vous accueillir au nom de la maire de Paris dans la salle qui est celle du Conseil de Paris. C'est notre salle de travail. Aujourd'hui et mercredi, ce sera votre salle de travail. Énormément de choses se passent dans cette salle tous les mois pour le conseil municipal et le conseil départemental, mais depuis très longtemps, depuis plus d'une centaine d'années. Et je peux raisonnablement vous souhaiter d'avoir la même passion, la même envie, la même recherche de résultats que nous, élus de la ville de Paris, cherchons à avoir à chaque fois que nous nous réunissons ici. Et généralement, ça dure 2 journées et demie, de 9h du matin jusqu'à 9h le soir, de 2 journées et demie, voire 3 jours. De façon plus formelle, je tenais à partager avec vous quelques mots afin de vous accueillir ici à l'Hôtel de Ville, qui est un haut lieu de la représentativité et de la représentation du peuple de Paris. Il faut savoir que Étienne Marcel, prévôt des marchands, achète la première maison où il commencera à réunir les représentants de la ville de Paris, de mémoire en 1346, c'est la maison des colonnes, et elle est déjà à cet emplacement, un peu plus vers la Seine. Et depuis ce jour, l'ensemble des travaux liés à la représentation du peuple de Paris se font et à côté de la Seine et sur le parvis de l'Hôtel de Ville, qui s'est déjà appelé pendant très longtemps la place de Grève. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Chakib Ben Moussa, Monsieur le proviseur de la cité scolaire Honoré de Balzac, Monsieur Jean-Luc Garcia, Madame Basma Farah, présidente de l'association Honoré de Balzac, Modèle United Nations, Messieurs Essaïdi et Moujahid, conseiller chargé de la francophonie, Dr Sebag, professeur de médecine à Paris 4, chers élèves, chers étudiants, chers citoyens du monde, Anne Hidalgo, maire de Paris, est aujourd'hui dans une très importante réunion à Rouen, puisque nous essayons de faire le lien entre les différentes villes de la Seine, et en son nom, je voulais vous exprimer tout le plaisir qui est le mien, le nôtre, des élus de Paris, et je pense, j'associe mon collègue Patrick Lugman, adjoint aux relations internationales, pour la concrétisation de cette simulation collaborative intitulée Parlement des futurs citoyens, lancée depuis septembre dernier. Ce beau projet emblématique s'inscrit dans le cadre aussi du label Paris Europe, dont le lycée Honoré de Balzac a pu recevoir, et je souhaite le souligner, avec la meilleure note, juste 25,5 sur 30, je ne sais pas, ça va faire 17 sur 20, c'est une excellente note. L'Europe est une priorité, une des priorités de la politique internationale de la ville de Paris, et en effet, grâce au soutien qu'elle apporte chaque année aux acteurs comme les associations et de plus en plus les établissements scolaires, mais également les projets porteurs de valeurs européennes autres. J'ai cité le label Paris Europe, je pense aussi au partenariat que nous développons avec l'ensemble des relais des institutions européennes présentes à Paris. Nous entendons, nous voulons fortement que l'Europe soit plus concrète, plus simple et plus proche des Parisiennes et des Parisiens. À ce titre, le Parlement des futurs citoyens a retenu toute notre attention, permettant de soutenir l'initiative locale et l'innovation internationale qui œuvre à renforcer la citoyenneté et la solidarité en Europe notamment. Grâce à l'essentielle participation qui est
Et nous n'avons que 163 places dans cette salle et elles sont bien toutes remplies. Je voudrais saluer aujourd'hui saluer le fait que l'hémicycle accueille avec enthousiasme, je crois que vous êtes ici aussi mercredi prochain donc, ce débat d'idées entre jeunes autour de valeurs sur le développement durable et ses possibles solutions. À ce titre, je souhaite tout particulièrement remercier Monsieur le proviseur du lycée Honoré de Balzac, ainsi que Madame la Présidente, mais également le Dr Sébac, qui je sais va du coup animer l'ensemble de cet après-midi. Vous qui êtes médecin infectiologie à l'hôpital de Salpêtrière et professeur de biologie à l'Université de médecine de Paris 4. Je souhaite vivement que ce projet incite à créer des liens entre vous tous, notamment via les réseaux sociaux, afin d'engager et de renforcer le dialogue entre les jeunes citoyens européens, futurs acteurs, futurs décideurs de demain. Avant de passer la parole à son Excellence et à Monsieur le Proviseur, je voulais aussi, tout aussi informellement, vous inviter, pour ceux qui pourront être présents, et bien le 7 mai, puisque nous fêterons l'Europe, alors ça tombe le samedi cette année, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, dans différents endroits d'arrondissement. Mais pourquoi cette invitation? Parce que l'ensemble des réalités doivent être présentes au quotidien et auprès du public. Vous êtes une de ces réalités, une de ces belles réalités de l'Europe, et donc à ce titre, je ne pouvais pas ne pas vous inviter, et une fois de plus vous remercier d'avoir également choisi et Paris, et la ville de Paris, et l'Hôtel de Ville pour ces travaux. Donc, bon travail, et merci. Merci beaucoup, Monsieur Sanchez-Levaux, pour votre discours et pour votre invitation. Nous espérons que nous serons nombreux à être présents. Nous passons donc maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous son Excellence. Aujourd'hui, à travers les sujets qui peuvent être abordés, que souvent un certain nombre de recommandations sont suivies par le gouvernement ou parfois sont lues attentivement et participent aux débats qui ont lieu au niveau du Parlement. Et donc, simplement pour exprimer tout l'intérêt et toute l'importance qu'il y a lieu de renforcer, de soutenir ces espaces de débat au niveau de la société civile. De la même manière, dans résonne gouvernance, on résonne aussi toute la problématique de proximité entre les attentes des citoyens et l'expression de ces attentes. Et là aussi, je voudrais souligner l'intérêt qu'il y a à renforcer la démocratie locale. Le Maroc s'est engagé dans un processus de régionalisation avancée, ce qui signifie plus de pouvoir donné aux élus régionaux, ce qui signifie plus de moyens, ce qui signifie aussi une plus forte responsabilité dans la conduite d'un certain nombre de politiques territoriales de manière suffisamment avec une proximité avec les citoyens et par rapport à leurs attentes. Je crois qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, nous sommes régulièrement interpellés puisque l'expression même de la démocratie va de plus en plus passer par d'autres mécanismes. On le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit à travers la mobilisation des associations et des ONG, on le voit aujourd'hui à travers cette expression de la démocratie décentralisée. Et je crois que des espaces comme le vôtre, qui sont des espaces de débat pluriel, sont des espaces qui participent à cette nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place et qui probablement à l'avenir s'exprimera sous différentes formes. Le second point que je voulais évoquer, c'est toute la question en liaison avec la protection de l'environnement, puisque quand on parle de développement durable, cette question est extrêmement présente. Simplement pour souligner qu'aujourd'hui, et je crois que les débats à Paris et la mobilisation qui a eu lieu pour la préparation de la COP 21 y a fortement contribué. On peut considérer que la prise de conscience aujourd'hui par rapport aux enjeux climatiques
est une prise de conscience qui est beaucoup plus forte que par le passé. C'est lié d'une part à la mobilisation très forte des acteurs, au-delà des gouvernements, des acteurs de la société civile, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les politiques, les responsables politiques, que ce soit les ONG, et aujourd'hui peut-être un peu plus que par le passé, où on observait beaucoup de sceptiques sur ces questions de dérèglement climatique. On peut considérer que la société de manière générale, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus forte et qu'on est plus dans comment réagir par rapport à un certain nombre de défis qui se posent et quelles peuvent être les réponses les plus adaptées par rapport à ces défis, quelles sont celles qui doivent être mises en œuvre actuellement, quelles sont celles que l'on peut projeter dans le temps. Sur ces questions-là, une problématique assez importante est apparue, c'est qu'un certain nombre de pays aujourd'hui vivent ces problématiques de changement climatique de manière assez injuste. Et là, je voudrais évoquer la perception qu'en ont un certain nombre de pays, des espaces qui sont des forces de proposition extrêmement importantes, et on se rend compte aujourd'hui à travers les sujets qui peuvent être abordés que souvent un certain nombre de recommandations sont suivies par le gouvernement ou parfois sont lues attentivement et participent aux débats qui ont lieu au niveau du Parlement. Et donc, simplement pour exprimer tout l'intérêt et toute l'importance qu'il y a lieu de renforcer, de soutenir ces espaces de débat au niveau de la société civile. De la même manière, dans Raisonne Gouvernance, on raisonne aussi toute la problématique de proximité entre les attentes des citoyens et l'expression de ces attentes. Et là aussi, je voudrais souligner l'intérêt qu'il y a à renforcer la démocratie locale. Le Maroc s'est engagé dans un processus de régionalisation avancée, ce qui signifie plus de pouvoir donné aux élus régionaux, ce qui signifie plus de moyens, ce qui signifie aussi une plus forte responsabilité dans la conduite d'un certain nombre de politiques territoriales de manière suffisamment avec une proximité avec les citoyens et par rapport à leurs attentes. Je crois qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, nous sommes régulièrement interpellés puisque l'expression même de la démocratie va de plus en plus passer par d'autres mécanismes. On le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit à travers la mobilisation des associations et des ONG, on le voit aujourd'hui à travers cette expression de la démocratie décentralisée. Et je crois que des espaces comme le vôtre, qui sont des espaces de débat pluriel, sont des espaces qui participent à cette nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place et qui probablement à l'avenir s'exprimera sous différentes formes. Le second point que je voulais évoquer, c'est toute la question en liaison avec la protection de l'environnement, puisque quand on parle de développement durable, cette question est extrêmement présente. Simplement pour souligner qu'aujourd'hui, et je crois que les débats à Paris et la mobilisation qui a eu lieu pour la préparation de la COP 21 y a fortement contribué. On peut considérer que la prise de conscience aujourd'hui par rapport aux enjeux climatiques est une prise de conscience qui est beaucoup plus forte que par le passé. C'est lié d'une part à la mobilisation très forte des acteurs, au-delà des gouvernements, des acteurs de la société civile, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les politiques, les responsables politiques, que ce soit les ONG, et aujourd'hui peut-être un peu plus que par le passé, où on observait beaucoup de sceptiques sur ces questions de dérèglement climatique.
on peut considérer que la société de manière générale, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus forte et qu'on est plus dans comment réagir par rapport à un certain nombre de défis qui se posent et quelles peuvent être les réponses les plus adaptées par rapport à ces défis, quelles sont celles qui doivent être mises en œuvre actuellement, quelles sont celles que l'on peut projeter dans le temps. Sur ces questions-là, une problématique assez importante est apparue, c'est qu'un certain nombre de pays aujourd'hui vivent ces problématiques de changement climatique de manière assez injuste. Et là, je voudrais évoquer la perception qu'en ont un certain nombre de pays en voie de développement qui, pour la plupart, contribuent très peu à l'émission de gaz à effet de serre, mais en même temps en subissent fortement les conséquences, puisqu'aujourd'hui on observe, de par les changements climatiques qui opèrent déjà dans un certain nombre de régions, des effets négatifs sur l'agriculture, des effets négatifs sur la disponibilité de l'eau, des effets négatifs sur parfois, à travers les inondations, sur l'érosion des sols, sur la désertification, donc avec des effets sur la santé, avec des effets sur les hommes et les femmes qui se trouvent dans ces différentes régions. Et je crois qu'à travers la conférence de Paris, il y a une prise de conscience, là aussi, qui est très présente, de la nécessaire solidarité qui a lieu de développer entre pays riches et pays en développement pour pouvoir faire face à un certain nombre de ces problèmes, que ce soit dans la démarche de réduction des gaz à effet de serre ou que ce soit par rapport à l'adaptation nécessaire à cette nouvelle réalité. Qui dit solidarité en termes de financement, dit solidarité en termes aujourd'hui aussi de transfert de compétences, de transfert de savoir-faire. Et c'est, je pense, cette prise de conscience qu'on la retrouve aujourd'hui dans les termes de l'accord de Paris, qu'il convient, au-delà des grands principes aujourd'hui, de traduire sur le plan opérationnel et de pouvoir traduire ces grands principes en mesures concrètes. Et c'est ce à quoi va s'atteler en fait la COP22 qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre prochain et qui, d'une manière en bonne synergie entre la France et le Maroc, puisque la France reste présidente de la COP21 jusqu'au démarrage de la COP22 où le relais sera passé au Maroc. Donc il y a tout un travail qui est en train d'être mis en place pour permettre de traduire un certain nombre des principes qui sont dans l'accord de Paris, les traduire en projets concrets, de manière à faire de cette COP une COP de l'action. Et je crois que c'est ce qui est attendu sur le terrain. De la même manière, la mobilisation de la société civile, la mobilisation des opérateurs économiques demeurera un objectif très présent pour la préparation de la COP20. Le Maroc est très engagé dans cette dynamique aujourd'hui de lutte contre le dérèglement climatique et d'adaptation aux nouvelles réalités climatiques, que ce soit par politique de l'eau qu'il a mis en œuvre déjà depuis plusieurs décennies et qui continue à évoluer, à s'adapter aux nouveaux besoins, ou que ce soit à travers la politique énergétique qui est mise en place avec l'accent qui est mis sur le renouvelable. On envisage d'ici 2030 pouvoir atteindre pratiquement 52% de l'énergie électrique qui sera à base d'énergie renouvelable, éolienne, solaire ou hydroélectrique. Ou que cela soit à travers tous les textes d'accompagnement qui sont mis en place, notamment la Charte de l'environnement, pour permettre de préserver la biodiversité et permettre d'être attentif à toute l'utilisation
de ressources rares et éviter toutes les atteintes à l'environnement. Dernier sujet que je voulais évoquer très rapidement en matière de développement durable. Les sujets économiques et sociaux sont bien sûr aussi très, très présents. Qui parle de développement économique et social, c'est d'abord création de revenus, parce que c'est la réalité, et création de revenus, création d'emplois, c'est le besoin, je dirais, de nos sociétés qui s'expriment de manière assez forte, mais en même temps, cela signifie aussi une attention particulière à toute la dynamique sociale qui a lieu à laquelle il y a lieu d'être très attentif, notamment en matière de développement de capital humain, donc tous les volets éducation, tout le volet santé, tout le volet soutien aux catégories les plus vulnérables de notre société sont des sujets aujourd'hui d'actualité et très présents dans les politiques économiques et sociales qui cherchent à s'inscrire dans une démarche de développement durable, mais aussi tout ce qu'on peut appeler tout ce qui est capital social, donc ce qui veut dire autour des liens sociaux et autour de la cohésion sociale qui peut exister au niveau d'une société, au sein d'une société, et qui font que cette solidarité puisse s'exprimer entre riches et pauvres, entre groupes sociaux, et puisse accompagner la société dans son développement de manière à ce qu'elle puisse relever des défis du développement. Voilà de manière un peu rapide quelques axes en liaison avec cette problématique de développement durable, et je suis certain qu'au cours de vos débats, au cours des échanges que vous aurez tout au long de ces journées, ces thématiques permettraient les pistes que vous pourriez identifier pour renforcer ces prises de conscience, pour identifier des axes de développement seront extrêmement utiles et appréciés. Merci de votre attention. Merci, Votre Excellence, pour votre discours et pour avoir partagé votre expérience. Je retiens notamment le terme de démocratie décentralisée qui participe à une nouvelle dynamique. Et je pense que chacun des participants ici présents sera sûrement orienté, voudra faire partie de cette dynamique, puisque, comme le disait Chantal Priou, s'engager et participer à la citoyenneté permet de construire la démocratie. Merci beaucoup. Donc nous allons à présent passer au discours de M. Jean-Luc Garcia, proviseur de la Cité scolaire internationale Honoré de Balzac, qui consacre beaucoup d'énergie pour cet événement et qui met à disposition depuis déjà 4 ans des moyens logistiques et un soutien précieux pour les professeurs et les élèves. Cette année d'ailleurs, les séances de débat formelles se passeront toute la journée du mardi au lycée Honoré de Balzac. Monsieur Garcia, je vous cède donc la parole. Je vous en remercie. Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Madame la maire de Paris, représentée par Monsieur Hermano Sanchez-Ruivo, Monsieur le professeur d'université, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs, chers élèves. Nous voilà réunis dans la salle du Conseil de Paris pour la 4e simulation multilingue des Nations Unies, organisée par les professeurs et les élèves de notre Cité internationale de Paris, Honoré de Balzac, établissement public. Je remercie Madame la maire qui nous accueille aujourd'hui dans cette splendide et mythique salle et son représentant, Monsieur Hermano Sanchez-Ruivo, qui nous a particulièrement aidés à faire de cette simulation une réussite. Je remercie Mesdames les ministres qui ont bien voulu accorder leur parrainage à cet événement éducatif. Je remercie Monsieur l'ambassadeur du Maroc qui nous a fait l'honneur de sa présence et qui vient de nous éclairer sur les enjeux internationaux
du développement durable. Je tiens également à remercier M. Sebag, professeur à l'université, qui soutient fidèlement nos conférences et qui aujourd'hui va se prêter au jeu des débats. Et bien sûr, je remercie Mme Farah, professeure de littérature en section internationale arabe, sans qui tout ceci ne serait pas. Alors, juste pour rectifier, donc, le travail principal donc, est porté par notre enseignante, qui organise tout au long de l'année donc, des simulations dans l'établissement, et d'une manière extrêmement ferme. Important, disais-je. En effet, depuis de nombreuses années, les élèves, notamment des sections internationales, participent à l'étranger aux simulations Model United Nations qui réunissent les élèves des 4 coins du monde pour des joutes oratoires. Au fil des rencontres, des amitiés se nouent, les élèves se prêtent davantage au jeu des résolutions et des compétences collectives se construisent. Les parents ont largement contribué au succès de ces rencontres en accueillant les élèves invités au sein de leur famille. Qu'ils en soient ici remerciés. Notre projet pour Balzac était de permettre à l'ensemble de nos élèves, quelle que soit leur formation, de participer à cet apprentissage de l'argumentation. À travers l'association du HDB Moon, co-dirigée par les élèves, les enseignants et les parents, les lycéens ont pu bénéficier de l'engagement de leurs enseignants, de la bienveillance fraternelle de leurs aînés, de l'expérience acquise lors des conférences passées. Ils ont été initiés à cet exercice de confrontation des points de vue, ce qui leur a permis de préparer ce moment tant attendu. Voilà. Des chercheurs ont participé à leur formation et à l'argumentation raisonnée sur des problématiques souvent très médiatisées. Qu'ils en soient ici remerciés. Je tiens également à remercier les professeurs et les élèves des établissements français ou étrangers pour leur participation à cette simulation multilingue, et je leur souhaite de trouver, dans le cadre solennel du Conseil de Paris, l'inspiration pour le travail de leur comité. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur le Proviseur. Je cède maintenant la parole à Madame Besma Farah, présidente de l'association HDB Moon et chef du projet Parlement des futurs citoyens depuis 4 ans, qui consacre beaucoup de temps et d'énergie pour la réussite de ce projet qui n'aurait jamais pu se concrétiser sans ses compétences. Bonjour tout le monde. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, représentée ici par Monsieur Hermano Sanchez-Wifo, Dr Robert Sebag, infectiologue et professeur à la faculté de médecine de Paris 6, chers professeurs, chers délégués, Voltaire disait dans ses pensées philosophiques, il y a peu d'hommes vraiment originaux. Presque tous se gouvernent, pensent et sentent par l'influence de la coutume et de l'éducation. Rien n'est si rare qu'un esprit qui marche dans une route nouvelle. C'est cette route nouvelle que nos présidents de comité, nos délégués et nos journalistes ont emprunté afin de participer à un développement économique, social et environnemental durable. Il a été pensé dans le respect de l'environnement et dans la nécessité de dialoguer sans s'accorder à la vie humaine et le degré de la liberté accordé aux différents acteurs. Le travail de nos délégués tout au long de l'année était de co-construire des idées nouvelles et légitimes afin d'assurer la responsabilité de l'homme vis-à-vis de l'humanité et de l'humanité vis-à-vis de la nature. Ce futur durable qu'ils ont cherché à bâtir, ou en tout cas à poser une pierre. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou en tout cas à poser une pierre dans sa construction, comme l'aurait dit Saint-Exupéry. C'est basé sur un dialogue fondateur et constructif, sur un dialogue public international ayant une dimension planétaire. Les idées telles que le développement durable, les énergies renouvelables, la paix inspirent plus que jamais la jeune génération qui s'engage à prendre des risques pour les générations actuelles, pour l'humanité tout entière, pour celle des générations futures et pour l'ensemble de l'environnement naturel de vivant. En effet, avec la thématique pour un futur durable, nous rejoignons la COP21 afin de soutenir les écosystèmes qui développent des biens communs pour renforcer la solidarité entre les gens. Notre conférence permettra ainsi d'amener nos jeunes délégués vers les objectifs de la COP22, à savoir, je cite, une conférence de l'action, de l'innovation et du partage de solutions.
Les participants à notre simulation ont cherché à s'appuyer sur des faits scientifiques grâce à un travail empirique et à des connaissances identifiables. Ils avaient à l'esprit la parole de Platon dans Phèdre qui critique l'abondance des informations avalées sans maîtrise aucune. Il dit « Lorsqu'en effet, avec foi, ils auront réussi sans enseignement à se pourvoir d'une information abondante, ils se croient compétents en une quantité de choses alors qu'ils sont dans la plupart incompétents. » S'élevant contre ces incompétences, nos chairs, nos délégués et nos journalistes se sont interrogés sur le savoir en abondance sur le web. Ils ont cherché à développer une vraie intelligence autour des connaissances foisonnantes. Ils ont cherché donc un savoir fiable auprès des experts qu'ils ont interviewés afin d'avoir une formation solide à propos de sujets traités. En effet, Yves Schwartz dit que la révélation par l'action est le moyen le plus fiable. C'est donc cette révélation qu'on voyait s'illuminer dans leur regard à chaque fois qu'un expert scientifique ou politique leur montrait que les clichés ou les données sur Internet se révèlent erronés. Ils ont alors compris que la raison, le jugement viennent lentement, les préjugés accourent en foule, comme disait Jean-Jacques Rousseau dans De l'Émile ou de l'éducation. Chers participants, notre objectif est donc de vous faire acquérir une citoyenneté éclairée et de vous solliciter afin que vous construisiez votre savoir pour avoir des réflexions solides et des idées approfondies. Ces débats sont donc l'occasion pour vous de participer au théâtre des idées, portant sur les stratégies et les questions soulevées mondialement. Vous allez, pendant cette conférence, être formés de façon à partager les valeurs, les normes d'expression et donc des protocoles de persuasion pour que vos discussions présentent la même qualité que les débats destinés à aboutir à un accord commun mondial. En espérant que tous ces dispositifs mis en œuvre vous permettront de comprendre ce nouveau rapport au monde, au temps et au savoir, afin que vous puissiez accéder à l'unité de la communauté grâce à un consensus librement accepté par tous. Je vous souhaite donc de vivre pleinement l'expérience du Parlement des futurs citoyens comme une réflexion individuelle et collective vers un avenir que j'espère radieux. Merci. Merci Madame la Présidente. Je suis convaincue que votre discours va inspirer nos délégués lors des débats dans les comités qui auront lieu ces 2 prochains jours. Nous allons passer maintenant à la conférence débat avec le docteur Robert Sella qui nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Nous allons passer à la conférence de juste 5 minutes de déplacement. C'est la place pour rien. Puisque la COP22 aura lieu l'année prochaine, au mois de novembre, comme monsieur l'ambassadeur vous l'a dit, au Maroc. C'est très bien de faire ça dans cette salle. Moi, je suis aussi très impressionné par l'environnement, et l'environnement, c'est toujours important. Mais je suis impressionné par vous, hein, par vous toutes et tous, parce qu'on a l'impression d'avoir le monde à ses pieds, parce que je vois une liste de beaucoup de pays, même si vous n'êtes pas directement de ces pays. Quelque part, vous les représentez, quelque part, du fait des étiquettes, ces pays sont là. Et donc ça fait extrêmement plaisir. Alors on m'a demandé de vous parler des maladies infectieuses, et puis de voir le lien, bien sûr, avec l'environnement. Alors pendant la COP21 à Paris, je m'étais permis de dire, mais c'était vraiment un succès, mais que quand même, la santé était un peu l'oublié de ces COP21. Pourquoi je disais ça? Parce que si on veut vraiment que les citoyens, vous toutes et tous, mais à tous les niveaux, adhèrent vraiment à ce défi qui nous est posé concernant le changement climatique, la santé, c'est quand même quelque chose qui est une valeur universelle et qui nous préoccupe tous. Et donc, c'est important de mettre, que les gens adhèrent, si vous voulez, à la problématique du changement du dérèglement climatique à travers des conséquences extrêmement concrètes et qui peuvent nous toucher, qui nous touchent déjà aujourd'hui et en particulier dans un certain nombre de pays. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Et puis quand on parle des maladies infectieuses, moi quand j'étais jeune étudiant en médecine, on me disait oh, vous inquiétez pas, la maladie infectieuse, maintenant nous avons les antibiotiques, la tuberculose c'est terminé,
Il y a des insecticides en Afrique qui vont nous permettre d'éliminer les moustiques sur le paludisme. Tout ça, vous allez voir, très bientôt, ça sera un lointain souvenir. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que la nature a ses mystères et que les petits parasites, les petites bactéries, les petits virus, ils mutent, ils résistent. Et donc, on doit trouver à chaque fois de nouvelles stratégies. Et que ces fameux insecticides qui devaient régler tous les problèmes des vecteurs dans un certain nombre de pays, ben là aussi, les moustiques, c'est intelligent, et puis leur métabolisme a fait qu'ils étaient capables de résister à beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, il y a une réémergence des maladies infectieuses, et je vous donnerai un certain nombre de chiffres, et vous allez voir que ce n'est pas simplement un vain mot. Et puis, il y a l'émergence de nouvelles maladies, que moi, comme j'étais étudiant en médecine, le sida, je ne savais pas ce que c'était. La dengue, on en parlait à peine. Zika, n'en parlons pas. La fièvre de la vallée du Rift non plus. Le virus West Nile non plus. Enfin, il y a eu toute une série, si vous voulez, de maladies émergentes, nouvelles, auxquelles il fallait s'adapter. J'espère que l'inventaire est terminé, mais peut-être que nous aurons à faire face à un certain nombre de nouvelles maladies. Et parfois, le risque il est lié. Vous allez voir ce lien entre le dérèglement climatique et l'émergence de cette nouvelle maladie et les risques qui pèsent absolument sur tous les pays. Et croyez-moi, les pays développés, les pays en climat tempéré ne sont pas du tout épargnés, ne seront pas du tout épargnés par ces nouvelles maladies. Donc ça me paraissait extrêmement important. Je vous donne un exemple. On va parler de la tuberculose. Bon, la tuberculose, là aussi, quand j'étais étudiant en médecine, je ne veux pas jouer les anciens combattants, hein, mais on me disait, la tuberculose, vous inquiétez pas, il y a le BCG, c'est bon maintenant, les mesures d'hygiène, on a des traitements contre la tuberculose. Mais la tuberculose, mes chers amis, aujourd'hui, c'est 9 millions de nouveaux cas par an. La tuberculose, c'est 1,5 million de morts par an. Et puis, vous avez des cas de résistance de tuberculose. Il y a aujourd'hui 5 à 10% des cas de tuberculose qui sont résistants aux médicaments existants. Et il y en a certains, même 3 à 4%, qui résistent à tout. Et quand une maladie résiste à tout, elle devient mortelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez 1,5 million de personnes qui meurent de tuberculose. C'est presque 3 fois plus que le paludisme. Le paludisme, c'est important aussi. Donc je crois qu'il faut quand même repenser un petit peu la lutte contre les maladies infectieuses. Alors bien sûr, je ne vais pas faire ici la politique du salami, c'est-à-dire de couper en tranches la santé. La santé est un tout. Il n'y a pas d'un côté les maladies infectieuses et de l'autre les maladies non infectieuses, non transmissibles, je pense au diabète, aux maladies cardiovasculaires, au cancer. Malheureusement, on peut gagner au loto. Hein. On peut avoir la tuberculose et la diabétique, on peut avoir de l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, et aussi attraper le virus Zika, la dengue ou autre chose. Donc il faut toujours considérer la santé d'une manière globale et d'une manière complètement holistique, et ce point me paraît particulièrement important. Alors je vais quand même tout de suite, pour aborder les maladies infectieuses, je vais les aborder à travers le dérèglement climatique. J'en ai beaucoup parlé au cours de la COP 21, et je crois que ça devient quelque chose d'extrêmement prégnant. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, alors d'abord, le débat sur le dérèglement climatique. Y a-t-il un dérèglement climatique ou n'y a-t-il pas? Alors on ne va pas rentrer dans ce débat, je sais qu'il y a des climato-sceptiques, mais on sait aujourd'hui, il y a des analyses extrêmement précises du GIEC ou d'autres organismes internationaux qui ont montré que, de manière factuelle, il y avait une augmentation moyenne de la température. On dit, il y a des cycles, vous savez, on est peut-être sur un cycle, peu importe, mais si le cycle est assez long, il entraînera un certain nombre de conséquences, donc il faut absolument prendre en compte ces cycles-là. Alors ça passe quoi? D'abord, on dit, et on sait aujourd'hui, qu'il y a plus de 44% d'augmentation des catastrophes naturelles sur la dernière décennie, si on compare décennie par décennie. Donc ça, c'est une réalité. On l'a vécu récemment en PACA, où il y a quand même des morts, des victimes dans notre pays, en France, mais dans beaucoup d'autres pays, des inondations massives, avec tout ce que cela peut entraîner. Donc, quand on regarde les conséquences sanitaires liées au dérèglement climatique, quand on dit dérèglement climatique, c'est principalement une augmentation de la température moyenne. Et vous savez qu'un des objectifs de la COP 21, c'était de dire qu'il faut limiter cette augmentation maximum à 2 degrés. On est descendu à 1,5 degrés. Alors ça va de quoi? Si on prend les maladies transmissibles, ces fameuses maladies infectieuses, et vous savez, quand on parle de maladies infectieuses, il y a différents agents de ces maladies infectieuses.
il y a des parasites, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a aussi des champignons. Disons que ce sont les quatre, pour vous faire un cours de médecine, mais c'est important quand même de fixer les choses. Le premier point, c'est que du fait de ce réchauffement climatique, de ce dérèglement climatique, vous allez avoir un élargissement des zones à risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que classiquement, si on va prendre le paludisme par exemple, on sait que le paludisme, transmis par un moustique, qui est la moustique femelle, Anophèle femelle, le paludisme, il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui vit avec le risque d'attraper le paludisme dans les zones intertropicales. Si vous avez un réchauffement climatique, vous avez des régions du monde qui ne connaissaient pas, parce que le moustique, en dessous d'une certaine température, ne peut pas vivre. Alors je vais vous prendre des exemples extrêmement concrets d'un point de vue géographique. Si on prend les hauts plateaux en Amérique latine, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, ce genre de pays, à partir de 2500 mètres d'altitude, l'anophèle ne peut pas vivre. Il fait trop froid. Si vous avez un réchauffement climatique, le moustique va pouvoir vivre et il va contaminer ces populations qui n'étaient pas, d'un point de vue immunologique, préparées à attraper cette maladie. Donc vous allez avoir une augmentation. Si on prend des zones de haut plateau africains autour du Kilimandjaro, de même, vous allez avoir des personnes qui ne vivaient pas avec le risque de paludisme qui peuvent l'attraper. Alors le seul point positif, c'est que dans certains pays, il sera tellement chaud qu'il va y avoir une diminution du paludisme parce que le moustique ne pourra plus vivre. Tant mieux. Mais malheureusement, le bilan il est plutôt dans l'autre sens. N'oubliez pas que si on prend l'histoire, dans notre pays, en France, il y avait la fièvre des marais en Camargue, même dans le marais de Poitvin. Des pays comme le Maghreb, les pays du Maghreb, je prends l'Algérie, je prends le Maroc, l'ambassadeur n'est plus là, mais il y a des nouveaux cas de paludisme qui apparaissent alors que c'était des pays qui étaient exempts de paludisme. Donc vous voyez, vous allez avoir un élargissement, vous allez avoir un nouveau risque concernant cette maladie. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre maladie virale, celle-là, elle n'est pas parasitaire, vous parlez de la dengue. Là, on parle beaucoup de la dengue. Alors la dengue, D-E-N-G-U-E, P-D-I-N. Bon. La dengue, c'est une maladie virale qui est transmise par un petit moustique, qui est du type Aedes, alors c'est le fameux moustique tigre, la Aedes albopictus. Et ce moustique, il est chez nous. Il est déjà en France. Il y a quelques mois, il était présent dans 22 départements. Il est aujourd'hui dans plus de 30 départements. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que déjà, il y a quelques mois dans mon service, on a eu des cas de dengue autochtones, pas de voyageurs. Donc de gens qui n'avaient pas bougé, qui étaient du Gard, originaires du Gard, dans le sud de la France, et qui ont attrapé la dengue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va bientôt faire beau, on va arriver au printemps, les moustiques tigres vont se multiplier, et si vous avez des gens qui voyagent dans des pays d'endémie, en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale, aux Antilles, qui vont attraper la dengue, ils vont rentrer, ils auront le virus, le moustique va les piquer, va prendre le virus, et va piquer une autre personne, et c'est parti. Ça va très vite. Pareil sur le virus de chikungunya. On a eu des épidémies à l'île de la Réunion, il y a eu des cas autochtones de chikungunya parce que c'est le même vecteur. Et puis Zika. Je vous dirai un mot sur Zika. On en a beaucoup parlé. Alors Zika, c'est un virus nouveau. Première apparition du virus Zika en Ouganda en 1947. Premier cas, quelques petites épidémies circonscrites qui ont très très vite disparu. Et puis on a eu quelques épidémies en 2012-2013 en Polynésie française. Quelques cas, là aussi ça a été circonscrit. Alors ce virus, il entraîne dans 95% des cas, il est bénin. Parfois on s'en rend même pas compte. Dans quelques cas, il entraîne une petite température, les yeux rouges, quelques petites éruptions cutanées. On a eu déjà 3 cas de Zika dans mon service à l'hôpital, de personnes originaires de Martinique. Et puis avec l'immigration de population, le continent sud-américain a été touché. Il y a une épidémie massive. Et quand je dis massive, on parle de millions de personnes sur le continent sud-américain, en particulier au Brésil. Mais surtout, je vous ai dit qu'il était bénin dans 90 à 95% des cas, mais chez la femme enceinte, on s'est rendu compte qu'il y avait une transmission du virus et qu'il entraînait des malformations fœtales extrêmement graves, qu'on appelle des microcéphalies, mauvais développement au niveau du cerveau, et c'est plusieurs centaines de cas, on est presque à 700 cas, si ma mémoire est bonne, au Brésil de microcéphalie.
Et puis ça a été très vite. Tous les départements ultramarins, Martinique, Guadeloupe, Guyane, sont touchés par le virus Zika, par milliers. Et donc les gens voyagent. Et les cas que nous avons eus à Paris sont des personnes qui arrivaient de Martinique et qui étaient atteintes par ce virus. Et dans quelques cas aussi, ce virus il entraîne des problèmes neurologiques qui peuvent être très graves, ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui peut entraîner des paralysies respiratoires et parfois la mort. Et puis on a quelques informations scientifiques qui font un petit peu peur aux spécialistes, alors on attend la confirmation, c'est qu'il y aurait une transmission sexuelle du virus Zika. Il y a eu un cas d'une personne du Venezuela qui s'est rendue aux États-Unis, et il y a une transmission sexuelle, une contamination. Également un cas en France d'une personne qui arrivait de Guyane et qui aurait été contaminée par une personne qui arrivait du Brésil et qui avait le virus Zika. Bon, là, on doit attendre des confirmations, mais vous voyez que les choses sont quand même un peu préoccupantes. Et bien, ce moustique tigre, dans des pays où il n'existait pas, je vous le rappelle, dans le sud de la France, dans 30 départements, parce que c'est ce moustique tigre et puis un autre qui s'appelle l'Aedes aegypti qui transmet ce virus Zika. On a un risque de virus Zika. Alors je parle de la France, mais ça peut être dans d'autres pays. Et puis je vais continuer un petit peu, cet inventaire. Chikungunya, je vous en ai dit un mot. La maladie de Lyme. La maladie de Lyme, elle est transmise, c'est une bactérie qui s'appelle la Borrelia et qui est transmise par des tiques. Et les tiques, ils se posent sur des plantes. Et quand on se promène dans des zones de forêt, on est souvent piqué, on a des tiques. Les chasseurs connaissent ça bien, les gens qui se promènent dans les champs. Et si vous voulez, la prolongation de la saison sèche fait qu'il y a une multiplication de ces tiques et il y a une augmentation massive de maladies de Lyme transmises par les tiques, liées aussi au dérèglement climatique. Et puis on va abandonner un tout petit peu les maladies infectieuses, on va y revenir tout à l'heure, vous allez voir comment. C'est les maladies respiratoires. Les maladies respiratoires liées à la pollution. L'OMS considère qu'il y aura une augmentation de la mortalité de 250 000 personnes liées aux problèmes respiratoires, aux problèmes liés à la pollution, liés aussi au dérèglement climatique des microparticules. Mais vous avez aussi un autre effet qui est la modification de la biodiversité liée au changement climatique, qui va faire que vous allez avoir l'apparition de nouvelles structures botaniques. On a déjà l'armoise dans la région lyonnaise qui entraîne des allergies massives. Donc une augmentation des maladies allergiques. Et puis, je voulais vous parler de la tuberculose. Je reviens aux maladies infectieuses et le dérèglement climatique. Et je vais vous en parler par le biais des migrants. Alors vous allez me dire, tuberculose, migrants, pourquoi? Mais parce qu'on sait que la tuberculose, transmise par le bacille de corps, elle a deux formes. Il y a une tuberculose active, c'est-à-dire la maladie, vous êtes malade, vous êtes contagieux, vous avez de la fièvre, vous toussez, il y a un traitement qui existe, qui dure 6 mois. Ça, c'est la tuberculose maladie. Et puis, vous avez la tuberculose latente, c'est-à-dire que vous êtes porteur du germe, le fameux bacille de corps. Dans votre organisme, vous n'êtes pas contagieux, vous n'avez pas de fièvre, vous n'êtes pas malade, vous n'avez rien. Il y a 2 milliards de personnes, peut-être vous, moi, que non, mais peut-être. Nous sommes porteurs du germe, nous ne sommes pas malades, il ne se passe absolument rien. Sauf que, en cas d'infection, d'une co-infection, le virus du sida en est une, vous allez passer de la tuberculose latente à la tuberculose active. Les prisonniers, par modification de leur mode de vie, sont une population à risque. Vous avez aussi tous les migrants. Pourquoi les migrants? Parce que quand vous êtes migrant, vous changez complètement votre climat. L'angoisse générée, le stress, par exemple, va faire que chez les migrants, on trouve une fréquence de la tuberculose beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, mes chers amis, le problème de la migration est un problème majeur. On le vit tous les jours. Parce que vous avez des migrants politiques, vous avez des migrants économiques, souvent les deux, mais on aura demain, et on commence à avoir des migrants climatiques. Des gens qui vont fuir leur pays. Ils vont fuir leur pays, on en a dit un mot tout à l'heure. Vous savez qu'il y a des pays qui peuvent disparaître avec l'élévation du niveau de vie. Les îles Marshall, le Vanuatu,
les Maldives, pas les beaux hôtels des Maldives. Pays, ceux qui connaissent la capitale Malé aux Maldives, c'est un grand cercle à fleur d'eau. Il suffit qu'il y ait une augmentation du niveau de la mer de 50 cm qu'il y ait un envahissement. Et les politiques réfléchissent déjà. Mais vous imaginez des populations qui sont dans ces pays, qui ont vécu dans ces pays, qui se disent que peut-être demain, leur pays va disparaître. Vous imaginez ce que ça peut entraîner en termes d'angoisse? Là aussi, on pourrait parler aussi des risques en termes d'anxiété, de dépression, de problèmes de santé mentale. Eh bien, il y aura des migrants climatiques. Et les migrants climatiques, ils sont aussi susceptibles, plus que d'autres, de passer de la tuberculose latente à la tuberculose active. Alors on peut parler aussi de toutes les conséquences sur la sécheresse. La sécheresse et les troubles alimentaires. Quand vous avez des troubles alimentaires, vous diminuez votre système immunitaire. Quand vous diminuez votre système immunitaire, vous êtes beaucoup plus réceptif à un certain nombre de maladies. Donc vous voyez une sorte de cercle vicieux. Et quand on s'intéresse aux conséquences sanitaires du dérèglement climatique, on tire un fil et ça ne s'arrête pas. Les inondations. Alors les inondations, par exemple, quand vous prenez le Bangladesh, qui tous les ans subit des inondations massives, elles risquent d'être plus que massives avec le réchauffement climatique. Et vous savez, quand il y a des inondations, le risque, il y a bien sûr au niveau des cultures, au niveau de la souffrance des populations, mais les serpents sortent quand il y a des inondations, et ils piquent, et c'est des serpents venimeux, on n'entend pas de ça. Et c'est une réalité. Vous prenez le delta du Mékong au Vietnam, c'est le grenier à riz du pays et de l'Asie. Il risque d'être envahi. S'il est envahi, fuite des populations, diminution de la production de riz, problème nutritionnel. L'acidité de la mer, diminution de la réserve halieutique, c'est-à-dire des poissons. Il y a des populations qui vivent leur source de protéines, c'est le poisson. S'il y a moins de poissons, moins de sources en protéines, déficit alimentaire, diminution. Vous voyez, c'est sans fin. Et donc, moi, ça me paraissait extrêmement important, d'abord de partager avec vous, de vous donner ces informations, mais de tirer les sonnettes d'alarme. De tirer les sonnettes d'alarme parce que, je répète, si on veut vraiment que les populations du monde adhèrent à la problématique du dérèglement climatique, il faut qu'elles en connaissent les conséquences. Et c'est vrai que la santé, c'est une préoccupation pour tout le monde, on estime une valeur universelle, la santé. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est 30 minutes, 25 minutes, si j'ai dépassé le temps. Voilà, je voulais quand même partager avec vous, et puis vous laisser bien sûr le temps de poser des questions, de faire des commentaires, de critiquer. Je pense que c'est le rôle de ce mini-parlement mondial, de me poser des questions. Mais en tous les cas, avant de terminer, bassement, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce que ce que vous faites est assez unique. Et monsieur le proviseur, vous avez raison de soutenir cette activité parce que vous êtes les ambassadeurs. Vous êtes, vous, nos ambassadeurs. Il y avait un ambassadeur tout à l'heure, mais c'est vous, demain, les ambassadeurs de tout ce que nous véhiculons en termes d'information, en termes de conséquences probables. Et donc, votre rôle, il est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on se doit de vous donner ces informations, de répondre à vos questions, et de partager avec vous ces préoccupations. Je vous remercie. Merci infiniment, Dr Sebag, pour cette transmission de connaissances et d'expériences, puisque comme le disait Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est qu'information. Donc suite à cette conférence très enrichissante pour chacun des délégués, je vous propose maintenant de passer aux questions. Délégués, la parole est à vous. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Si oui, levez vos pancartes maintenant. La délégation de la France, vous avez la parole. Quelles sont les actions menées par les professionnels médicaux afin de replacer le rôle de la santé au cœur des enjeux de la COP21? On répond au fur et à mesure ou on répond au fur et à mesure. Bon, ils ont une grosse responsabilité. Vous savez, leur responsabilité, c'est déjà informer. Informer les populations des risques. Et si on prend par exemple l'épidémie de Zika, et qui peut encore augmenter, on peut la voir un petit peu partout dans le monde, du fait du dérèglement climatique, c'est déjà d'informer. C'est pas le problème. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccin sur Zika, il y a des recherches. Aujourd'hui, on n'a rien.
Et la première chose, c'est d'éviter de se faire piquer par les moustiques. Et pour ne pas se faire piquer par les moustiques, c'est d'informer les gens. De leur dire, ben, les moustiques, ils grandissent dans des petits coins d'eau. Vous savez, on met les pots de fleurs dans des coupelles, il y a de l'eau, il y a des larves de moustiques. En gare, des pneus, des vieux pneus, il y a de l'eau. C'est souvent des pays où il pleut beaucoup. Et les larves de moustiques se mettent là. Se protéger avec des moustiquaires imprégnés. Si on n'explique pas aux gens le lien entre le moustique et la maladie, ils ne se protégeront pas. Mais vous savez, le problème, c'est le même pour le paludisme. On a fait des enquêtes en Afrique où on s'aperçoit que 70% des mères, elles jouent un rôle important, ne connaissent pas le lien entre le moustique et la maladie. Alors on leur distribue des moustiquaires imprégnés, l'UNICEF fait ça très bien, l'OMS, mais on n'explique pas. Et donc ils reçoivent ces moustiquaires, alors ils s'en servent. Alors ne vous marrez pas parce que c'est grave, pour faire des robes de mariée ou pour aller pêcher, mais parce qu'on leur a pas dit comment utiliser une moustiquaire imprégnée. Et donc, l'information, elle est au niveau politique, au niveau des maires, au niveau des chefs de quartier, au niveau de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est à eux de plaider. Et à côté de ça, on bien entendu, les systèmes de santé. La santé, c'est quelque chose de fondamental. Le meilleur investissement pour une population, c'est la santé. À tout point de vue. Donc voilà. Et c'est par l'information, par la vulgarisation de l'information, à tous les niveaux, qu'on peut faire avancer les choses. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée? D'accord, je vais... La délégation de l'Allemagne, vous avez la parole. Bonjour déjà. Tout à l'heure, vous nous disiez que les dérèglements climatiques influençaient sur le développement des maladies infectieuses et tout ça. Mais d'abord, j'ai deux questions. Quels sont les axes prioritaires privilégiés par votre laboratoire? Et est-ce que ces axes de recherche sont influencés par les dérèglements climatiques? Moi je ne veux pas parler de laboratoire ou de recherche. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Alors après, la recherche, elle est de l'ordre du privé, elle est de l'ordre du public. Et aujourd'hui, comme Zika, ça devient très préoccupant, on cherche un vaccin contre Zika. Alors, la recherche sur la dengue, oui, il y a un vaccin. Il vient d'être développé, il va être enregistré un petit peu partout dans le monde, et il va être mis à la disposition. Ce qui est très très important, c'est que tous les acteurs travaillent dans le même sens. Et pour travailler dans le même sens, alors, vous pouvez avoir des intérêts économiques, mais les intérêts majeurs, c'est l'intérêt de santé publique. Parce que, vous savez, la sentence, elle est politique. Si un pays ne se préoccupe pas des conséquences sanitaires auprès de sa population, ben, il sera sanctionné. Il sera sanctionné, les politiques le savent. J'ai moi-même reçu, au moment où j'avais signalé qu'il y avait eu des cas de Zika à Paris dans notre service à la Pitié-Salpêtrière, ben, Madame la ministre de la Santé s'est vite préoccupée, m'a téléphoné pour avoir des informations, et elle est allée très vite en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Parce que c'était important pour elle de se rendre compte et de montrer qu'on s'intéressait. Mais c'est fondamental. Je répète que le développement, et le développement il a des liens avec l'économie bien sûr, il est lié à la santé d'une population. Le poids de la dengue dans certains pays, il est catastrophique. Vous savez combien le paludisme sur le continent africain fait perdre, en termes de PIB, ça coûte 12 milliards de dollars par an au continent africain, le paludisme. Parce que c'est des femmes enceintes, c'est des jeunes enfants, hein, c'est 600 000 morts par an. Donc c'est des enfants. Et les enfants, c'est aussi un investissement pour un pays. Donc il y a toujours un lien entre l'économie et les problèmes de santé. Merci beaucoup. Nous avons encore le temps pour deux questions. Oui, la délégation du Royaume-Uni, vous avez été. Nous savons que certains médicaments, comme ceux issus des biotechnologies, sont très coûteux, donc inaccessibles à certains patients. Donc, comment renforcer la coopération entre les décideurs politiques et les industriels afin de garantir l'accès aux soins pour tous? Vous avez raison que la plupart des nouveaux médicaments aujourd'hui coûtent cher. Ils coûtent cher, la santé n'a pas de prix mais elle a un coût.
c'est une réalité. Et est-ce que, alors vous avez deux types de pays, vous avez des systèmes d'assurance sociale, la France, les pays d'Europe, les pays développés, mais est-ce que la collectivité va pouvoir continuer à prendre en charge une augmentation massive des dépenses de santé? C'est un débat. C'est un débat aujourd'hui. Mais il faut le lier au problème de responsabilité. Je vais vous dire un petit mot, vous allez comprendre pourquoi j'en viens à parler du sida. Le sida, à la fin des années 90, début des années 2000, on n'avait pas pris conscience de la présence du sida sur le continent africain. Et c'était l'époque où d'un côté on avait des médicaments, on avait déjà les antirétroviraux dans les pays du Nord, le coût d'un traitement antiviral c'était 12 000 € par personne et par an, c'est toujours le même, donc 1 000 € par mois, et tout d'un coup on découvre, enfin ceux qui n'étaient pas vraiment informés, que 35 millions de personnes sur le continent africain étaient séropositifs. Ils n'avaient aucun accès aux médicaments. Et c'était l'époque où on disait « Oh, ben, les préservatifs pour le Sud, les bandes dessinées, les médicaments pour le Nord. » Ce qui n'était pas admissible. On est dans un siècle, dans une période de globalisation. Les gens savent ce qui se passe partout. Ils se disent « Pourquoi moi, parce que j'habite l'Afrique du Sud, le Kenya ou le Bénin, il y a des médicaments qui existent et moi je n'ai pas droit. » Donc là, il s'est passé quelque chose de très très fort. Il y a eu une sorte de révolte, ça a été le procès de Pretoria, au début du XXIe siècle, qui a dit ben, les problèmes de la propriété intellectuelle des prix, on s'en fout, on passe outre et on fait des génériques de ces médicaments. Alors oui, l'industrie pharmaceutique, c'est plein, je vais vous en parler, mais là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que la population mondiale dans son ensemble a réagi en disant c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et il faut passer outre ces problèmes-là, il faut faciliter l'accès. Et donc les politiques se sont vraiment emparés de ce sujet, et c'est devenu un sujet politique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au G7 d'Okinawa en 2000 et 2001 à Gênes, les pays les plus riches, c'était le G7 à l'époque, a décidé de mettre de l'argent sur la table, beaucoup d'argent, pour créer le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Et pour dire, on doit financer, on doit donner l'accès. Et là-dessus, les instances du commerce international, le World Trade Organization, les accords de Doha, qui a dit, ben maintenant, en cas d'urgence sanitaire, on peut passer outre la propriété intellectuelle et avoir des génériques, donc à plus bas coût que les produits Princeps, parce que ça l'exige. Et aujourd'hui, grâce au Fonds mondial, financé, je vous rappelle que le deuxième contributeur, c'est le gouvernement français, grâce au Fonds mondial, aujourd'hui, il y a un accès aux antirétroviraux sur le sida, et il en sera de même sur les autres maladies. Parce qu'il n'est pas tolérable, si vous voulez, que des moyens techniques existent et qu'ils ne soient accessibles uniquement aux populations les plus riches. C'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique aujourd'hui. Il y a des choix qui sont à faire. Alors bon, ici il y a eu des choix de dire qu'il y a des médicaments qui sont moins efficaces que d'autres, on va les dérembourser, mais par contre tout ce qui est innovant, il faut continuer à les rembourser, et ça c'est pour les pays entre guillemets riches, mais quid des pays d'Afrique? Et vous avez aujourd'hui ce qui s'appelle une politique de prix différencié qui va se faire en fonction des ressources des pays et de leurs habitants et du prix des médicaments ou des vaccins. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a une responsabilité sociale mondiale pour faciliter l'accès. Il n'est plus tolérable que parce que vous êtes né en Éthiopie ou je ne sais pas où, dans un pays du Sud, vous n'ayez pas accès aux moyens techniques qui existent. Donc c'est une vraie problématique. C'est les économistes, c'est à la Banque mondiale, c'est aux Nations Unies à les régler. Mais en tous les cas, les gens savent aujourd'hui. On ne peut plus cacher les choses. Il y a une globalisation et donc il faut y avoir un accès universel. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une grande campagne qui se fait auprès des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé, qui est la couverture maladie universelle, pour que la plupart des pays aient une couverture maladie universelle, au moins sur les maladies les plus fréquentes. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais il fallait expliquer un petit peu, parce qu'on est à la frontière de l'économie et de la santé. Vous avez raison, c'est très intéressant. Donc la délégation du Sénégal, vous avez la parole. Bonjour Dr Sebag, merci beaucoup d'abord pour votre intervention très instructive.
sportive. Une question que je me posais était la suivante. Si un choix devait être fait en soi, est-ce que vous prendriez plus un choix en termes d'investissement? Est-ce que vous prendriez plus une focalisation des investissements sur la prévention des gestes à ne pas faire, notamment dans les pays, dans les PMA, je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest, ou est-ce que vous prôneriez plus une focalisation des investissements sur la recherche en soi et la diffusion des médicaments? Merci. Le tout, mon capitaine, tout est important. Il vaut mieux prévenir que guérir, vous avez raison, la prévention c'est extrêmement important. Mais vous avez l'accès. Parce que la prévention c'est très bien pour les gens qui ne sont pas malades. Mais qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont malades? Parce que ça a été le cas sur le sida. C'était de dire, bon, il faut prévenir, mais qu'est-ce qu'on fait des 35 millions déjà séropositifs quand vous avez des moyens? Donc c'est l'accès, c'est les deux. Il faut bien sûr prévenir, mais il faut que les gens qui sont malheureusement, qui n'ont pas reçu ces moyens de prévention avant et qui sont atteints, il faut les soigner. Et la troisième chose, c'est la recherche. Parce que l'accès, c'est aujourd'hui. La recherche, c'est demain. Pourquoi elle est importante, la recherche? Elle est importante parce que si vous prenez le paludisme, le parasite, il a une capacité à résister à toutes les entités chimiques nouvelles. C'est-à-dire que ce qui marche aujourd'hui, on sait, et on sait déjà, les dérivés de l'artémisinine, on sait déjà qu'on a des baisses de sensibilité à la frontière de la Thaïlande et de la Birmanie, et qu'il commence à y avoir des résistances. Ça veut dire qu'il y a une course-poursuite entre la capacité du parasite à résister et la recherche de nouvelles entités chimiques. Ça veut dire que la recherche, elle est fondamentale. Et qu'on sait que demain, et si on n'est pas prêt, et cette recherche n'est pas mise en route, on se retrouvera vraiment dans des situations difficiles. Le paludisme, il y a quelques années, il y avait un très bon médicament qui s'appelait la Nivaquine, qui coûtait pas cher. Aujourd'hui, la Nivaquine, ça résiste partout. On a de nouveaux produits. Et ce qui marche aujourd'hui, ça risque de ne pas marcher dans 3 à 4 ans. Je vous ai dit que sur la tuberculose, ça devenait extrêmement préoccupant, la résistance. Il y a la résistance aux antibiotiques en général. Il y a certaines maladies hospitalières qu'on n'arrive pas à traiter parce que tous les antibiotiques existants aujourd'hui résistent. Donc il faut maintenir cette recherche. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas couper en tranches. Il faut les deux. Et la recherche, elle est partout. Et il faut que ce soit une recherche qui ne soit pas orientée uniquement sur les maladies des pays riches, entre guillemets. Et ça, c'est important. Mais ça, aujourd'hui, si vous voulez, bon, on pourrait passer des heures et des heures, mais il y a des nouveaux acteurs de la recherche qui ont pris conscience. On va parler de la Fondation Gates. Elle est importante, la Fondation Gates. On aime ou on n'aime pas, mais le budget de la Fondation Gates, il fait 3 fois le budget de l'OMS. Et devant la paupérisation des États aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des acteurs privés de la recherche, la Fondation Gates, la Fondation Clinton et d'autres, qui font qu'aujourd'hui, ils prennent en charge une grande recherche sur les maladies qui touchent en particulier les pays en voie de développement. Donc vous voyez, il faut maintenir cette pression. Il faut des vaccins pour prévenir, mais quand les gens ils sont malades, il faut les soigner, et puis il faut aussi penser à demain, avec la recherche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une question? La question de l'Ukraine. Vous venez de parler de la résistance aux antibiotiques. En 2015, on a vu beaucoup de campagnes de l'OMS sur la résistance aux antibiotiques. Est-ce que vous pensez que cette résistance constitue une véritable menace pour la santé publique? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que ces campagnes insistent surtout auprès des prescripteurs, car finalement, c'est eux qui vont prescrire les antibiotiques? Ben, vous avez raison, vous savez, il y a une campagne en France qui s'appelait « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Il faut faire très très attention parce que vous avez le problème de la résistance aux antibiotiques, 2 choses. Dans nos pays, c'est la prescription trop large d'antibiotiques alors qu'ils ne se justifient pas. Si je prends les angines, par exemple, la plupart des angines sont des angines d'origine virale et les antibiotiques ne marchent pas. Donc il y a des tests aujourd'hui pour voir si l'angine est d'origine virale ou bactérienne. Premier point. Le deuxième point, dans les pays en voie de développement, il y a un phénomène majeur dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui est le problème de la contrefaçon des médicaments. Et la contrefaçon des médicaments, c'est-à-dire ce sont souvent des faux médicaments ou des médicaments, et en particulier les antibiotiques, qui sont sous-dosés et qui vont entraîner des cas de résistance. Et pourquoi il y a une contrefaçon des médicaments? Parce que souvent les gens ne peuvent pas payer les vrais médicaments. Donc
on retombe sur le problème de l'accès. Parce qu'on leur prescrit, mais ils vont à la pharmacie, ils ne peuvent pas payer, donc ils vont sur le trottoir et ils vont acheter tel antibiotique. Ou alors ils n'ont pas assez d'argent pour prendre tout le traitement et ils vont prendre un traitement pendant 3 jours au lieu de le faire pendant 10 jours et ils vont créer des résistances. Donc c'est un problème majeur comme la résistance antibiotique. Je vous répète que pour certaines maladies, et même ici à Paris, certaines maladies hospitalières, des infections, ce qu'on appelle les infections hospitalières nosocomiales, plus rien ne marche. Et les gens meurent. C'est énorme le nombre de morts. Donc il faut faciliter la recherche sur des nouveaux antibiotiques et surtout les réserver pour des cas extrêmement précis et puis former aussi les prescripteurs à ne prescrire des antibiotiques que quand vraiment cela s'impose. Ce n'est pas un traitement de confort, le traitement par les antibiotiques. Merci infiniment, Dr Sebag, pour cette conférence débat et d'avoir accepté de répondre à l'ensemble des questions. Je suis persuadée que l'ensemble des délégués ici présents, des chairs de comité ainsi que des staffs et les professeurs ont appris de nombreuses informations, que ce soit du domaine médical, du domaine de la santé publique ou du domaine pharmaceutique, et que l'ensemble des délégués vont pouvoir ainsi les utiliser lors des débats dans les comités. Merci infiniment. Passer au discours des secrétaires généraux ainsi que les ambassadeurs des différents lycées et je cède la parole à votre secrétaire général, Soraya Moula. Nous sommes ces citoyens du monde et nous pouvons changer les choses. Il faut le rappeler, l'avenir de notre planète repose sur les efforts de la jeunesse que nous représentons. Nous sommes tous réunis ici dans le cadre de ce Parlement citoyen pour trouver de réelles solutions, des solutions qui vont ouvrir des horizons, des pistes d'amélioration, des chemins vers le progrès. Il est important de penser en tant que citoyens du monde, car nous ne sommes pas les populations qui seront les plus touchées par ces catastrophes naturelles. Les catastrophes vont se voir multipliées et renforcées par tous ces changements et ce seront les pays du Sud, les plus pauvres et les moins préparés, qui subiront toutes ces catastrophes. Nous devons agir si nous ne voulons plus entendre que des ouragans comme Katrina qui a touché la Nouvelle-Orléans ou des cyclones comme Sidr qui a touché l'Inde et le Bangladesh, dont on va parler tout à l'heure, aient été aussi meurtriers. Ces changements climatiques que nous causons, que les hommes causons, qui amènent à des extrêmes climatiques. Ces extrêmes climatiques expliquent les conséquences terribles d'événements aussi simples, fréquents et banals que de simples ouragans. L'année 2015, il faut le rappeler, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis des siècles. Il est important de changer les choses, parce que de nombreux pays sont menacés par ces changements climatiques. Et notre 21e siècle, on l'a entendu, risque d'être le premier à voir apparaître des réfugiés climatiques. Des archipels pourraient être payés de la carte, et les conséquences géopolitiques seraient alors énormes. C'est ici qu'apparaît l'importance des négociations internationales que nous reproduisons dans ce Parlement. Agissons et débattons de façon concernée et responsable. Dominique Bourg, un philosophe français et professeur universitaire spécialisé dans l'environnement, écrivait dans un de ses essais que le maître mot de nos relations à la nature n'est plus maîtrise possessive, mais la responsabilité. Barack Obama a dit lors de son discours pour la COP21 que ce qui nous pousse à agir aujourd'hui, enfin, c'est le fait que nous ayons réalisé que nous sommes les seuls à pouvoir changer les choses pour améliorer l'état de notre planète. Et ce sont des rassemblements comme ce Parlement, comme la COP21, comme la COP22 qui aura lieu au Maroc prochainement et sur lequel nous posons beaucoup d'espoir, que s'offrent à nous des possibilités de changer les choses. Alors, faisons quelque chose aujourd'hui, ensemble, pour demain. Merci pour votre attention.
général anglais. Donc, Mon discours soit en anglais, donc j'attends la réponse. Merci. la traduction sera assurée par Islam Putet. Honorable Secretary, fellow chairs, distinguished delegates, teachers, and of course, admins. It is my honor as a first year BA law student and the chair of the Security Council to actually be here speaking to you today. Honorable secrétaire, siège délégué distingué, professeurs, parents et administrateurs, je suis honoré en tant que président du Conseil de sécurité, mais aussi en tant qu'un humble étudiant en droit, d'être ici aujourd'hui. 2 decades ago, no one could ever predict the challenges that our generation would face. And while some may say this might be an understatement, the threats of both terrorism and climate change alike threaten our very existence. 2 decades ago, these threats were unparalleled to the insurrections we suffer today in our fragile world. Hence, we gather here today to build our future, to truly create the citizens of tomorrow, who will, in their time, lead us down the correct path. Il y a 20 ans, personne n'aurait pu prévoir les défis de notre génération. Pour certains, cela semblerait certainement précis, étant donné les menaces de terrorisme et de changement climatique qui mettent en danger notre existence. Il y a 20 ans, ces échanges climatiques, ces menaces nous passaient devant les yeux sans péril équivalent à celui de notre cher monde contemporain. Nous nous réunissons alors dans cette historique salle pour construire notre futur, pour réellement créer les citoyens de demain qui nous mettront sur la bonne voie. Bien évidemment, les opinions générales sont très variées et les relations changent entre les pays. Of course, general opinions vary, and international relationships change. When a large part of a country rejects climate change and the source of our Earth's cancer is global warming, or even when the private sector manages to manipulate legislation in order to dismiss the environmental damage, we come to dialogue. The Kyoto Protocol of 1997, along with the unsigned Paris agreements last year, all emphasize our will to survive, and yet we still have a lot to do. Lorsqu'une grande partie d'un pays refuse d'accepter le rôle que nous jouons, ou l'existence même du réchauffement climatique, ou lorsque les secteurs privés réussissent à manipuler la loi pour rejeter la détérioration de l'environnement, il ne reste qu'à dialoguer. Le protocole de Kyoto de 1997, ainsi que les accords de Paris l'année dernière, lors de la COP21, qui restent encore à être signés, contribuent tous à notre volonté de survivre, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Poisonous gases may be killing and polluting our air, but poisonous ideologies are also corrupting souls and killing thousands of innocent civilians. For this, and although many multilateral peace agreements have actually been ratified throughout history, the Security Council is the one who's empowered by Chapter 7 of the UN Charter
which said to treat, actually, and investigate, and I quote, threats to the peace, breaches of the peace, or acts of aggression, end quote. But take a look at Syria, Yemen, Nigeria, Afghanistan, but at the same time France, the United States, and many more. Innocent children, women, men, workers, teachers, doctors, all massacred in the name of forsaken ideologies, bloodshed with manipulated interpretation of religion as the sole justification. Certes, les gaz toxiques polluent gravement l'air de notre planète, mais contribuent aussi sans arrêt les idéologies toxiques qui campent les esprits et rendent impossible la mort inutile de milliers d'innocents. Pour cela, même si plusieurs accords internationaux pour la paix ont été ratifiés dans l'histoire, le Conseil de sécurité est autorisé, car ce chapitre 7 des chartes des Nations Unies a examiné et a traité les menaces de la paix, les violations de la paix ainsi que les actes d'agression. Cependant, nous n'avons qu'à regarder l'état de la Syrie, le Yémen, le Nigeria, la Colombie, des hommes, des femmes, des enfants, des ouvriers, des professeurs et des docteurs, tous massacrés au nom d'une idéologie brutale, violente, sans merci, et avec une mutilation d'une religion comme seule justification. And what of the military? What of the defense programs that are supposed to clear us of these terrorist threats? What of the innocent townspeople that get frightened whenever they hear a simple plane passing through their airspace? Does this not constitute the definitions of threats and breaches of the peace and acts of aggression? Et puis, nous avons des forces armées. Y a-t-il vraiment des programmes de défense qui sont chargés de nous protéger de menaces pareilles? Et que disons-nous sur les civils innocents, effrayés de peur au bruit d'un avion qui parcourt leur région? Cela ne constitue-t-il pas la définition d'une menace, d'une violation de paix, d'un acte d'agression? My fellow delegates, in the attempt of solving world crises of both terrorism and climate change alike, we are privileged to have this opportunity of dialogue, the opportunity to attempt and construct peaceful solutions that may one day give light to a better tomorrow for our children. With this in mind, I would like to wish you all a fruitful and enjoyable conference. I look forward back to the chair. Chers délégués, dans le but de résoudre les crises du terrorisme et du changement climatique, nous sommes tous privilégiés d'avoir l'option de dialoguer, de discuter, d'avoir l'opportunité de construire des solutions durables et paisibles qui pourraient donner à des futures générations un futur meilleur. Avec cela en tête, je vous souhaite à tous et à toutes une conférence agréable et amusante, tout en donnant la parole au président. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre discours de délégué. Nous cédons à présent la parole au secrétaire espagnol. La traduction sera assurée par l'acte de personne. Buenos días a todos. Soy el secretario general español de la GBU 2016 y presidente del Comité del Medio Ambiente. Voy a hacer un breve discurso sobre el desarrollo sostenible y la COP21. Bonjour à tous. En tant que secrétaire général espagnol de l'HDB Monde 2016 et chair du comité environnemental, je vais faire un petit discours sur le développement durable et la COP21. No heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos, dijo Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, a dit Saint-Exupéry. Así, para evitar dejar a las generaciones futuras un mundo contaminado en el que se puede vivir tranquilamente, es nuestro deber proteger nuestro medio ambiente y poco a poco desarrollar programas verdes y sostenibles. Ainsi, pour éviter de laisser aux prochaines générations un monde pollué dans lequel on ne pourra vivre tranquillement, il est de notre devoir de protéger notre environnement et de petit à petit mettre en place des programmes écologiques et durables. Por lo tanto, como todos ustedes saben, en 2015 se celebró en París la COP21. La reunión entre delegaciones de 195 países creó un programa ecológico y sostenible para luchar contra todo tipo de contaminación, la contaminación del aire, del agua y del suelo, pero también para luchar contra el calentamiento global y los problemas causados por el uso de la radioactividad. De ce fait, comme vous le savez tous, en 2015 a eu lieu à Paris la COP21. De cette réunion entre 195 délégations de pays différents, il est sorti un programme écologique et durable pour lutter contre toutes les sortes de pollutions. Les pollutions de l'air, de l'eau et du sol. Pour lutter aussi contre le réchauffement climatique et les problèmes qu'engendre l'utilisation de la radioactivité.
Gracias a reuniones como la COP21, podemos realizar que los estados están tomando conciencia de la importancia de mantener nuestro medio ambiente por razones de supervivencia de nuestra especie. Absolutamente. Proteger el planeta es proteger nuestra fuente de alimentos y de agua potable, es preservar la zona y el clima que nos permite vivir. Grâce à des réunions comme la COP21, nous nous apercevons peu à peu que les États prennent conscience de l'importance de garder sauf notre environnement, pour des raisons de survie et pour notre espèce. En effet, protéger la planète, c'est protéger notre source de nourriture et d'eau potable. C'est préserver l'air et le climat qui nous permettent de vivre. Pero la COP21 no debe ser un fin. Las resoluciones que se adoptaron todavía no son suficientes. Los objetivos deben ser más ambiciosos. La COP22 en Marruecos tendrá que ser más ambiciosa y con países cada vez más invertidos. Mais la COP21 ne doit pas être une fin. Les résolutions qui ont été adoptées ne sont toujours pas suffisantes. Les objectifs doivent être plus ambitieux. La COP22 au Maroc devra être donc ambitieuse et les États toujours plus investis. También se tiene que destacar, en conclusión, que cada ciudadano puede y debe contribuir a conservar el medio ambiente. Como dijo Gandhi, debemos vivir sencillamente para que otros puedan simplemente vivir. Gracias. Pour terminer, j'aimerais aussi souligner le fait que chaque citoyen peut et doit à son échelle aider à la conservation de l'environnement. Ainsi, comme a dit Gandhi, nous devons vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Merci. Merci pour votre discours. Nous cédons à présent la parole au secrétaire de la section allemande et la traduction sera assurée par Virginie Boulle. Liebe Schüler und liebe Lehrer, am 12. Dezember 2015 wurde der Welt eine historische Vereinbarung bekannt gegeben, die der COP21. Die hauptsächliche Herausforderung dieses Abkommens ist es, den weltweiten Temperaturanstieg auf unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Le 12 décembre dernier, un accord historique a été présenté au monde, celui de la COP21. L'accord a pour principal enjeu de limiter la hausse globale des températures au-delà de 1,5 degré Celsius. Während die Öffentlichkeit sich zutiefst besorgt zeigt über Rekordtemperaturen, das Alpschmelzen der Gletscher, eine immer weiter schreitende Entwaldung, während die Wissenschaftler des Intergovernmental Panel on Climate Change, die IPCC, die globale Erwärmung und den Einfluss der Menschen auf diese Klimaveränderung bewiesen haben, werden von der internationalen Gemeinschaft endlich Initiativen ergriffen. Und zwar von 195 Staaten. Nun geht es darum, diese Vereinbarungen in die Tat umzusetzen. Wie es Laurent Fabius, damaliger Vorsitzender der COP21, angekündigt hatte, 2015 war das Jahr der Verhandlungen und der Entscheidungen. Seit 2016 muss das Jahr der Umsetzung und der Aktion sein. Alors que le public s'alarme des températures records, de la fonte des glaciers, d'une déforestation toujours plus importante, alors que les scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ont prouvé le réchauffement climatique et l'influence de l'homme sur ce réchauffement, des initiatives ont enfin été prises par 195 pays, par la communauté internationale, par 195 pays. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre cet accord. Comme l'a annoncé Laurent Fabius, alors président de la COP21, 2015 a été l'année des négociations et des décisions, 2016 doit être l'année de l'application et de l'action. Dies ist für die Menschheit, für uns alle eine große Herausforderung. Sind wir in der Lage, die Emissionen von Treibhausgasen erheblich zu senken? Sind wir bereit für eine Veränderung, die Wirtschaft aller Staaten zu revolutionieren und selbst unsere Lebensweise zu verändern? Il s'agit pour l'humanité, pour nous tous, d'un énorme défi à relever. Sommes-nous capables de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre?
Sommes-nous prêts à changer, à révolutionner l'économie de chacun des pays et de révolutionner nos modes de vie même? Es ist wichtig, in der Gegenwart zu sprechen, nicht nur, weil es einfacher ist, als es in der Zukunft zu konjugieren, sondern von allem, weil wir keine weitere Zeit mehr haben. Il est important de conjuguer les verbes au présent, non seulement parce que c'est plus facile que de conjuguer au futur, mais surtout parce que nous savons que nous n'avons plus le temps d'attendre. Aber ist dies ausreichend? Viele behaupten, es sei schon zu spät, dass die Umsetzung der Ziele der COP21, wenngleich sie große Anstrengungen bedeuten, die Treibhausgasemission nicht genügend verhindern kann. Wir werden weiterhin ansteigen. Die Situation ist ernst und wir müssen uns bewusst sein, dass der Kampf erst beginnt und es schwierig sein wird. Sehr schwierig. Und sicher noch schwieriger, als was man uns heute noch sagt. Mais est-ce que cela suffira? Beaucoup affirment qu'il est déjà trop tard, que la mise en œuvre des objectifs de la COP21, même si elle implique d'énormes efforts, ne parviendra pas à limiter suffisamment les émissions de gaz à effet de serre. Elles augmenteront encore. La situation est grave et il faut que nous soyons conscients que la bataille ne fait que commencer et qu'elle s'annonce difficile, très difficile et sans doute bien plus difficile que ce que l'on nous dit aujourd'hui. Ich möchte nicht meinen Eltern, Großeltern oder anderen Vorfahren die Schuld geben, aber dennoch, wenn ich eines Tages Kinder habe, würde ich ihnen gerne Skifahren auf Schnee beibringen und nicht auf eine Sanddüne. Ich kann mich nicht davon abhalten zu denken, dass wenn die westliche Welt nicht so egoistisch gewesen wäre, wir nicht in dieser schwierigen Situation wären. Je ne tiens pas à blâmer mes parents, grands-parents et autres ancêtres, mais quand même, si un jour j'ai des enfants, je voudrais leur apprendre à faire du ski sur de la neige et non sur des dunes de sable. Si le monde occidental n'avait pas été si égoïste, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous n'en serions pas là. Was mich betrifft, ich bin davon überzeugt, dass die Schlacht gegen die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels gewonnen werden kann. Die Menschheit hat immer diese Anpassungsfähigkeit gehabt. Aber wir müssen schnell und effizient reagieren. Dazu werden finanzielle, politische, wissenschaftliche Mittel und vor allen Dingen die Einsatzbereitschaft jedes Einzelnen gebraucht. Und ich weiß, wir besetzen diese Mittel. Pour ma part, je n'en doute pas. Cette bataille contre les effets dévastateurs du réchauffement climatique peut être gagnée. L'humanité a toujours eu cette capacité à s'adapter, mais il faut agir vite et efficacement. Cela demande des moyens financiers, politiques, scientifiques, un engagement de chacun, et je sais que ces moyens, nous les avons. Besonders die junge Generation ist schon jetzt sehr engagiert in diesem Kampf. Wir träumen nicht nur von Videospielen, Aktionfilmen, Smartphones mit der neuesten Technik, um immer mehr stetig mit den neuesten sozialen Netzwerken verbunden zu sein, aber auch von einer sauberen und gerechteren Welt. Und wir haben sehr gut verstanden, dass wir es sind, die diese saubere und gerechte Welt erschaffen. Wer sonst? Surtout, la jeune génération est d'ores et déjà très impliquée dans cette vie. Nous ne rêvons pas seulement de jeux vidéo, de films d'action, de smartphones dernier cri pour être toujours plus connectés aux derniers réseaux sociaux à la mode, mais aussi d'un monde plus propre et plus juste. Et nous comprenons bien que c'est à nous de construire ce monde plus propre et plus juste. Sinon, qui d'autre? Auf der Grundlage dieser einerseits beängstigenden, andererseits auch hoffnungsvollen Erwägung übergebe ich wieder das Wort an den Vorsitzenden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. C'est sur ces considérations à la fois angoissantes mais aussi pleines d'espoir que je conclus mon discours et rends la parole à la présidence. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre discours. Je suis présent la parole au secrétaire arabe. La traduction sera assurée par l'instant. يسعدني ويشرفني مخاطبتكم اليوم في المجلس الإقليمي بباريس بمناسبة دورة سنة 2016 لبرلمان مواطنون المستقبل، وذلك لأحدثكم عن موضوع حالي ومثير وهو السعي لتطوير المستقبل.
C'est avec un grand plaisir que j'adresse à cette honorable assemblée, réunie aujourd'hui au Conseil régional de Paris pour cette nouvelle session de bicaise du Parlement des futurs citoyens ayant pour thème pour un futur durable. حضرات السيدات والسادة أعضاء البرنامج. Mesdames, Messieurs, يقول رومان غاري أن كل ما نعرفه مشجي لما فيه الكفاية لتقبل خطورة المجهول، ويضم هذا المثل نظرا إلى وضع كوكبنا، فهل نحن فعلا واعين بالحالة الهشة التي نعيشها؟ وهل نفهم أهمية وخطورة المنحدر المتزحلق الذي ينبثق من هذه الحالة؟ إن ظاهرة الانحباس الحراري تؤدي إلى ارتفاع مستوى البحر، أما جسيمات الغبار فلا زالت تلوث الهواء، كما أنها تسبب الحريق في أسوأ الحالات. هذا ناهيك عن انتظار الذي يضاعف المشاكل. يجب علينا إضافة درجتين من الحرارة قبل أن نتصرف. لا نكاد ندرك أهمية إشكاليتنا حتى يتبين لنا أن نتائج الكوب 21 تخص مواطنين العالم بأسرهم المتنوعين بعضهم البعض، وذلك نظرا إلى قناعاتهم